de bonne fortune. Effectivement, je crois que ça sera plus que jamais l'année du Japon avec, entre autres, l'exposition universelle d'Osaka. Donc, on est ravis de vous accueillir sur ce webinaire en association avec le club Dynamique Export, donc, que je remercie au passage. Les deux objectifs principaux de ce webinaire, c'est vraiment de vous présenter, alors vous verrez de manière assez rapide, hein, on a une petite heure, mais donc toutes les opportunités de ce marché et des opportunités, des opérations collectives qu'on vous propose cette année pour les entrepreneurs normands, et également de vous permettre de bien identifier vos différents interlocuteurs sur ces opportunités. On est donc très content d'avoir également présent avec nous des représentants de l'AD Normandie. Donc Julia et Sophie, merci pour votre présence. Et également donc du Bureau Business France du Japon. Donc Nicolas et Thibaut et Samy, si je ne me trompe pas, qui sont présents donc en live depuis Tokyo avec nous, où il est 17h30, donc c'est la fin de journée pour eux. Donc merci également à eux pour leur présence. Et c'est vraiment tout l'intérêt aussi de ce webinaire, c'est d'avoir des experts locaux qui sont là pour, euh, pour répondre à vos questions et vous présenter leur marché. Et donc sans plus d'attente, je vous propose aussi à Xavier Fraval de Code Parquet donc de prendre la parole. Merci. Merci Prune. Bonjour à tous et d'abord très bonne année à vous et vos proches en formant vraiment le vœu que cette année puisse vous apporter, notamment côté business, plus d'opportunités d'affaires sur les marchés étrangers et notamment au Japon et l'occasion de belles rencontres avec vos clients, vos partenaires à l'étranger. Sachez que côté CCI, mais aussi avec l'ensemble des collègues de la Team France Export Normandie, on sera là de nouveau à vos côtés cette année pour vous accompagner dans votre préparation, dans votre projection sur les marchés internationaux. Et donc, très heureux de débuter cette année avec ce premier webinaire consacré donc à ce grand marché de 125 millions d'habitants et de consommateurs qu'est le Japon. Et une bonne occasion d'ailleurs aussi de saluer en particulier tous les collègues de Business France au Japon, et notamment Thibaut Fabre, le directeur zone de la Business France en Asie du Nord-Est, et que je connais bien, ainsi que Nicolas Sestier, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler par le passé. Voilà, ce webinaire est organisé, comme vient le dire Prune, de concert avec le Club Dynamique Export, et je ne prends pas plus de temps et je laisse justement la parole à ce président, Luc Chavani, que je remercie de sa participation et de la mobilisation des différents membres, et je remercie également l'ensemble du club aussi de sa participation, et je salue notamment Florence et puis Lorraine d'avoir voilà, aussi œuvré à la mobilisation des entreprises aujourd'hui. Voilà, très bon webinaire. Merci Xavier, merci Prune de cette introduction. Donc le Club Dynamique Export que je représente est très heureux de s'associer comme d'habitude aux actions de TFE et notamment sur ce webinaire Japon. En effet, nous avons décidé au sein du club que 2025 serait l'année Japon, justement pour surfer sur la vague de l'exposition universelle. Et pour ceux qui sont présents là aujourd'hui du club, nous allons faire un programme un peu sur le même modèle que l'année passée où c'était les États-Unis. Cette année, ce sera donc le Japon. Je remercie tous les adhérents du club Dynamique Export qui sont là à ce webinaire, à ce premier webinaire pour nous de l'année 2025. Alors, je vais pas trop prendre de temps. Je voudrais juste dire un petit mot sur les prochains événements de notre programme. Le 4 février, nous aurons l'Assemblée générale du Club Dynamique Export à la CCI de Caen avec un intervenant sur le Japon, Ludovic Jeanne, qui est prof à l'EM Normandie et qui nous fera une conférence sur le Japon. Donc, n'oubliez pas le 4 février. Et cette conférence est ouverte à tous les adhérents du club. Et j'en profite aussi pour faire un peu de mercantilisme. N'oubliez pas de payer votre cotisation et votre adhésion de début d'année. Ceci étant dit, je pense que vous en avez assez entendu pour l'introduction. Place à l'action et place au Japon. Et je vous souhaite un bon webinaire. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Je vais donc juste avoir le plaisir, d'abord bonjour à toutes et à tous, le plaisir d'introduire sur la partie plus spécifiquement du marché ici japonais avant que Nicolas prenne le relais sur
plutôt un axe sectoriel et précise un peu les enjeux, notamment dans l'univers des biens de conso et agroalimentaire, parce qu'au regard un peu des profils des entreprises connectées, je pense que le noyau dur des participants relève de ces secteurs. Pour vous dire aussi que je m'associe naturellement aux bons voeux de Xavier et qu'au nom de toute l'équipe ici de Business France Japon, bah, on vous souhaite une très belle et agréable année 2025 qui effectivement sera placée sous le signe du serpent et également sous le signe naturellement de l'exposition universelle d'Osaka qui, à mon sens, après les Jeux Olympiques de Paris qui ont attiré toute la lumière du monde sur la France et Paris en particulier. 2025 sera plutôt, cette fois-ci, c'est le Japon qui sera sous les projecteurs et en particulier Osaka pour ce grand événement mondial. Juste en quelques mots, et je vous assure que le but n'est pas de vous assommer ni de statistiques, ni de grands agrégats économiques, mais peut-être juste ce qui est important d'avoir en tête quand on parle du Japon. D'abord, on parle de la quatrième puissance mondiale, d'un pays du G7, certainement dans le bloc asiatique, à la fois le pays le plus développé, le plus avancé technologiquement, le plus mature. Euh, qui aujourd'hui a consolidé sa puissance essentiellement à travers une grande histoire industrielle et qui conserve encore cette marque de fabrique puisque 30% de son PIB, et c'est assez rare pour des pays très avancés, très développés, parce que généralement il y a un basculement vers l'industrie et le secteur des services, ça reste quand même 30% de sa puissance industrielle et de son PIB. Donc, le Japon demeure une grande puissance industrielle avec de très grands conglomérats industriels qui font sa force et son ancrage dans le paysage international. Pour vous dire également que si on regarde justement, je vous parlais de PIB, au final c'est assez comparable à la France, en tout cas quand on le rapporte au PIB par habitant, puisque le Japon est à environ 33, un peu plus de 33, 34 000 dollars par habitant. En France, c'est un petit peu plus élevé, mais on voit bien qu'on est sur, au final, une répartition de la richesse. Et si je prends un raccourci, un pouvoir d'achat qui serait assez similaire à celui de la France. Euh, Bon à savoir, même si ça n'a pas du tout les mêmes enjeux que pour nous en France, le Japon est un pays qui est également très endetté, puisque sa dette représente près de 260% de son PIB. Donc, c'est un pays qui vit à crédit. La seule chose, c'est qu'il ne vit pas au crédit de créanciers qui sont internationaux et en fonction de la loi des marchés, puisque l'ensemble de cette dette, elle est détenue par les Japonais eux-mêmes, soit à travers de l'épargne institutionnelle, soit à travers de l'épargne privée. Donc, ce qui fait que leur sensibilité au mouvement de taux d'intérêt est beaucoup moins importante et donc leur dépendance à l'extérieur beaucoup moins, ce qui explique ce modèle assez particulier de l'endettement japonais. Euh, pour vous dire aussi que même si, comme tous les pays dans le monde, il y a une inflation qui a pointé le bout de son nez ces dernières années au Japon, principalement de l'inflation importée du fait du renchérissement de la facture énergétique, ça reste quand même assez limité et maîtrisé et sans trop d'impact, j'allais dire, sur la dynamique du Japon et qui, en termes de croissance, est un peu à l'étiage de nos économies européennes, puisque, suivant les projections, elle aussi, pour l'année 2025, entre 1 et 1,5% de croissance. Voilà, peut-être juste, je me limiterai à ça, mais ce qui me semble intéressant de pointer du doigt, parce que ça a des répercussions directes par rapport aux opportunités de marché, à l'organisation du marché, à la demande des consommateurs japonais. C'est un fait majeur qui caractérise le Japon, c'est son enjeu démographique, car comme toutes les économies aujourd'hui développées, elles sont frappées effectivement par un vieillissement de leur population, par une baisse assez importante de la natalité, si ce n'est que là, au Japon, elle est vraiment très importante puisque si là encore on prend des raccourcis et qu'on grossit le trait, le Japon c'est 2 fois la taille de la France en termes de population.
Et en termes de naissances, quand il y a à peu près 800 000 naissances par an en France, il y a exactement le même nombre de naissances au Japon. Donc, un pays 2 fois plus grand pour effectivement le même nombre de naissances. Donc, on voit bien là déjà qu'il y a un différentiel assez important. En fait, c'est 1,1 enfant par femme en termes de taux de natalité. Et aujourd'hui, on a donc une population qui est vieillissante, qui crée énormément de tensions sur le marché du travail, parce qu'il y a du coup une forte pénurie de main-d'œuvre, euh, et qui est en train de se senioriser avec des espérances de vie, qui est aussi une caractéristique de l'économie japonaise, qui sont assez importantes, parmi les plus élevés au monde. Alors, ce que ça a comme conséquence, c'est que cette population en fait des seniors n'a pas du tout les mêmes contraintes financières que de jeunes couples ou de jeunes foyers qui doivent faire face à différentes dépenses et que du coup leur solvabilité, leur capacité de consommation plaisir entre guillemets est beaucoup plus importante et donc créer de ce point de vue-là un relais de croissance, notamment pour des produits importés, qui est assez importante. Et l'autre chose, c'est que comme on est sur une économie mature, avec des consommateurs qui sont très éduqués, très avertis, très pointus dans leurs choix, et qui plus est, qui sont âgés, donc ils ont aussi emmagasiné une certaine, je veux dire, une forte expérience et connaissance des produits, mais aussi certainement une consommation comme elle est plus établie, comme elle est plus stable, beaucoup plus de fidélité. Contrairement peut-être à certains autres pays, je pense à la Corée ou à la Chine, qui pourraient avoir une consommation plus volatile, des consommateurs qui sont plus opportunistes. Le consommateur japonais est beaucoup plus fidèle, certainement beaucoup plus exigeant, qui est aussi une caractéristique effectivement du Japon, mais d'autant plus aussi compte tenu un peu à la fois de sa pyramide des âges et de ses consommateurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me semblait important à mettre en exergue. Si on passe sur la slide suivante, et aussi pour faire la transition, il y a donc de la fidélité, une volonté effectivement, une exigence de qualité et derrière un goodwill, en tout cas une cote d'amour de la France et de ses produits qui est assez unique au monde et qui est un véritable atout pour notre offre, alors qui n'est pas une condition, j'allais dire, suffisante pour réussir au Japon, mais en tout cas qui nous donne clairement un avantage vraiment très marqué, parce qu'il y a spontanément un intérêt par rapport à l'offre France, qui est voilà, identifié par rapport à sa gastronomie, alors des choses très traditionnelles, mais qui nous servent beaucoup, et parfois même un peu aussi, j'allais dire, comme grande nation industrielle, parce qu'on partage avec le Japon une histoire ferroviaire, une histoire aéronautique, bien sûr, mais également dans la tech, puisque le modèle français de la French Tech est le modèle qui inspire les pouvoirs publics pour dynamiser son tissu d'innovation. Donc on voit que c'est pas non plus seulement limité à voilà, nos forces entre guillemets traditionnelles, mais que ça va aussi sur des secteurs plus novateurs. On est aussi très bien identifié dans le domaine des industries culturelles et créatives. Donc globalement, l'image France est vraiment quelque chose qui nous sert. Alors, tout ça s'inscrit dans un cadre qui est vraiment sécurisant pour les affaires. D'abord parce que on est sur un des marchés où les défauts de paiement sont les plus faibles et sur un marché qui est extrêmement solvable. Ce qui signifie aussi que les marges qui sont réalisées sur le Japon sont souvent très confortables et que les enjeux de négociation avec les intermédiaires, avec les distributeurs, avec les agents japonais se font souvent beaucoup plus sur des considérations techniques, sur de l'information, sur, je vous parlais de l'exigence de qualité, à la fois du produit, à la fois de son packaging, à la fois de sa présentation, qui peut être effectivement très très forte. Mais si ces exigences-là sont satisfaites, alors l'enjeu du prix vient en second plan.
ce qui est parfois assez déstabilisant parce que effectivement cette exigence de qualité, une étiquette légèrement décollée, une couleur qui est un peu passée, peut être un motif, en tout cas véritablement, de rupture de confiance dans la relation qui est établie avec ses partenaires. Et donc c'est vraiment là des enjeux qui sont importants. Pour vous dire, il y a pas longtemps, pour vous donner un exemple concret de ce que ça peut représenter, ici, le, 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 le grand magasin Isetan a pour ses meilleurs clients envoyé pour le Beaujolais Nouveau en novembre dernier un certain nombre de bouteilles. Et il se trouve que dans les packaging, je ne vous parle pas du contenu de la bouteille de Beaujolais Nouveau, je vous parle vraiment du packaging, de l'étui dans lequel était glissée la bouteille, quelques lentilles. Alors, je ne sais pas comment elles se sont glissées dans cet étui, avaient fait leur apparition, mais en tout cas, elles n'avaient rien à y faire, et que je crois qu'il y a plus de 50 000 bouteilles de Beaujolais Nouveau qui ont été envoyées au top client VIP, et que ça a donné lieu à 50 courriers d'excuses de la part d'Isetan vis-à-vis de ces quelques lentilles qui s'étaient glissées dans le packaging et qui avaient pu gâcher le plaisir des consommateurs qui, voyant que ces lentilles n'avaient rien à y faire, s'étaient plaints ou émus, en tout cas, de l'apparition de quelque chose qui n'était pas à sa place. Donc, voilà, il y a là une dimension qui est vraiment à prendre en compte, en tout cas dans la façon dont on travaille avec le Japon. Ce qui est aussi très sécurisant au-delà de la solvabilité de ce marché, c'est le fait qu'il est très encadré, à la fois par un accord de partenariat économique avec l'Union européenne, ce qui fait qu'il y a eu un démantèlement tarifaire et des droits de douane qui est véritablement à l'avantage de nos intérêts offensifs. C'est vrai sur la cosmétique, c'est vrai sur le vin, c'est vrai sur un certain nombre de produits alimentaires où les droits de douane sont tombés à zéro. Et donc, ce qui fait que de ce point de vue-là, on a un environnement qui est favorable à notre offre, et que en matière de respect de la propriété industrielle, intellectuelle et droit des marques, là aussi, on est dans un cadre qui est extrêmement sécurisant. Et aussi, ce qui est important à avoir en tête, c'est que ce marché japonais au sein de l'Asie et au-delà est véritablement un marché référence. C'est une carte de visite parce que souvent, c'est aussi l'occasion de rebondir sur que ce soit la Corée, que ce soit Taïwan, que ce soit le marché chinois, vietnamien, parce que quand on est au Japon, on a, entre guillemets, ces lettres de créance et de crédibilité par rapport à d'autres marchés, tant effectivement l'exigence est importante. C'est aussi un marché qui est très regardé en Asie dans la capacité qu'il a à être faiseur de tendance, et donc qui peut aussi pousser, en tout cas porter vos produits au-delà des frontières. Et un dernier point peut-être qui me semble important et qui est peut-être aussi une question qui vous anime et que j'anticipe, c'est celui du yen, et notamment de la faiblesse du yen par rapport à l'euro, parce qu'il y a mécaniquement un renchérissement des importations japonaises, et donc ça vient un peu télescoper la compétitivité de notre offre. Alors d'abord, ça ne s'exerce pas que sur les seuls produits français, c'est vrai pour toute l'Europe, c'est vrai également pour les États-Unis, donc de ce point de vue-là, c'est pas discriminant, on est tous logés à la même enseigne. Mais vous allez me dire, c'est peut-être pas suffisant comme argument pour rassurer. L'autre chose, c'est que d'abord, cette faiblesse du yen s'est stabilisée à l'été dernier. Donc, on est revenu sur des niveaux où on est en moyenne à 1 euro pour 160 yens. Alors, certes, c'est plus faible qu'il y a 4-5 ans, mais par ailleurs, il y a des négociations salariales qui sont des grands rendez-vous qui ont lieu chaque printemps, et que sur les 2 dernières années, les plus fortes augmentations ont été négociées entre les instances syndicales et patronales et qui vont jusqu'à 5%. Donc on est sur des augmentations qui sont significatives.
Et que l'autre chose, c'est que le Japon, dans le redémarrage post-crise sanitaire du Covid, et notamment les Japonais qui avaient l'habitude d'aller au-delà des frontières du Japon, et particulièrement en Europe et en France, n'ont pas repris le chemin de l'international. Je parle en tout cas des touristes japonais qui sont certainement aujourd'hui ceux qu'on voit les moins nombreux en Europe et en France dans cette nouvelle ère post-Covid. Tout simplement parce que il y a un enjeu, une préoccupation sanitaire qui est beaucoup plus forte qu'ailleurs. Et donc, cette épargne qui était conservée pour un voyage hors les murs, entre guillemets, est aujourd'hui réfléchie sur une consommation locale. Et donc, on a une localisation des achats. Et cette localisation des achats, elle bénéficie notamment à l'offre française, parce que du coup, y a un budget supplémentaire, il y a un budget plaisir supplémentaire, et ça oblige aussi les distributeurs et les importateurs à élargir les portefeuilles de marques, notamment parce que parfois, il y avait des sélections de produits qui étaient assez étroites et qui, au bénéfice un peu de cette attente renouvelée du consommateur, sont dans des logiques un peu d'élargissement et d'approfondissement des gammes. Donc, c'est là aussi un facteur d'opportunité. Et enfin, cette faiblesse du yen a aussi pour effet, puisque le Japon vient d'enregistrer sa meilleure année en 2024 en matière de tourisme, de créer un flux de touristes beaucoup plus important qu'auparavant et qui participent pleinement, que ce soit dans la restauration, que ce soit dans l'hôtellerie, que ce soit dans le monde CHR, à la dynamique des achats importés, mais y compris dans les accessoires de mode, y compris dans les produits cosmétiques. Il n'y a jamais eu autant de Coréens, de Chinois, d'Européens qui viennent aujourd'hui au Japon et par le truchement, j'allais dire, des effets de change, peuvent effectivement trouver certains produits à des meilleurs prix que ceux qu'ils trouveraient sur leur propre marché. Et donc, voilà, entraîne un regain de consommation assez significatif. Et naturellement, tout ça s'inscrivant en 2025 dans le contexte de Osaka 2025, de l'exposition universelle. Donc, on peut imaginer que cette dynamique va non seulement perdurer, mais va s'amplifier au bénéfice de cette grande exposition. Voilà. Et puis, peut-être une dernière chose, si jamais vous disiez ou ça vous a effleuré l'esprit que oui, mais le marché japonais, c'est pas pour moi, parce que moi, je suis une TPE ou une PME et c'est un marché qui est réservé aux grands groupes, détrompez-vous, parce que aujourd'hui, 20% de nos exportations en valeur sont le fait de PME, que si on regarde les VIE qui sont affectés au Japon, 50% des entreprises utilisatrices des 260 VIE qui sont aujourd'hui au Japon sont des PME. Et sur les résultats d'impact qu'on mesure de l'accompagnement de Business France ici au Japon, on est sur les taux les plus élevés sur l'ensemble des pays que notre dispositif couvre. Donc, vous voyez, il y a vraiment aucune raison de penser ou de s'interdire de penser au Japon, d'autant plus qu'il y a une telle finesse, une telle connaissance de l'offre française que même sur ce qui pourrait apparaître comme des micro-niches, il peut y avoir effectivement une demande qui se porte sur les produits français, tant effectivement on est sur une maturité et une attente assez élevée ici des consommateurs. Voilà, j'ai été déjà un petit peu trop bavard et je passe la main à Nicolas et merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Thibaut. Effectivement, tu as mis toutes les bases et je vais justement les reprendre dans certains secteurs, puisque effectivement, vous êtes tous les 59 connectés présents sur différents secteurs, à la fois industriels, agroalimentaires, à la mode, la santé. Donc, l'objectif là, c'est de revoir un peu rapidement quelles sont les opportunités, peut-être aussi les idées reçues qu'on peut avoir sur le Japon.
dans nos secteurs, qui peuvent être parfois vrais, et puis d'autres qui le sont moins. Donc, c'est ça que je voulais peut-être passer en revue rapidement avec vous ce matin. Déjà, pour l'agroalimentaire, le Japon est un marché très important pour la France, puisqu'on est le sixième partenaire du Japon. On a des segments qui sont très dynamiques, à la fois dans les biens solides et liquides, si on peut parler de cette façon-là. Euh, Par exemple, pour le Japon, c'est le huitième importateur mondial de boissons alcoolisées en valeur, donc pas forcément en volume, mais encore une fois, c'est par rapport à ce que disait Thibaut, on va chercher des choses qui sont de qualité très importante. Et le nez, comme le palais des Japonais, est très très éduqué. Et donc, ils vont porter leurs souhaits, leurs désirs sur des choses qui sont vraiment très particulières. Alors, ça ne va pas forcément déclencher tout de suite un volume très important, mais chacun peut y trouver son bonheur. Il y a énormément, rien que quand vous viendrez sans doute à Tokyo, vous verrez le nombre de restaurants, de petites boutiques dédiées à des vins ou à des alcools qui existent et qui sont vraiment partout omniprésents, dans des tailles toutes petites et qui à chaque fois font l'objet d'une sélection de la part de leurs propriétaires extrêmement affinés. Et moi-même, quand on est ici à Tokyo, on est toujours surpris de la connaissance de ces personnes-là. Et Thibaut faisait allusion à la qualité qui se porte à la fois ben, sur le produit lui-même, mais aussi sur le contenant, les emballages. Ça, c'est vrai que c'est vraiment un attachement très important pour les Japonais pour pouvoir percer le marché. Je voulais juste peut-être aussi vous dire, parce que souvent on a beaucoup d'idées reçues sur le Japon en termes de consommation et de ce qu'ils peuvent aimer. Je voulais juste vous dire que, par exemple, les Japonais aujourd'hui consomment plus de pain que de riz en valeur, et ça, depuis 2014, ça a changé. Donc, on associe naturellement beaucoup le Japon à sa consommation de riz, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus vrai. C'est pareil entre le poisson et la viande. Aujourd'hui, depuis la fin des années 2010, on consomme plus de viande ici que de poisson. Alors, c'est paradoxal pour une île et on se dit, pourtant, les poissons sont excellents, mais il y a des changements de fond. Alors, il y a bien sûr des tendances. Les Japonais aiment beaucoup découvrir des nouveaux plats. Il y a un moment donné où c'était la mode des gratins et donc tout le monde venait, même dans les arts de la table, acheter certains contenants qui permettaient de faire la recette du moment, qui a été une tendance pendant 2, 3 ans, qui a aussi porté des entreprises françaises d'ailleurs. Puis après, ça s'essouffle et on passe sur autre chose. Mais il y a aussi ces tendances de fond qui font que certains goûts viennent s'occidentaliser. C'est vrai aussi pour les vins. Il y a des modes, les pétillants ont beaucoup monté ces derniers temps. Il y a des alcools aussi qu'on vient rechercher, qui ont des opportunités ici à prendre. Et donc, sachez qu'en tout cas, notamment, on s'adresse à un public de Normandie. Vous avez la chance parce que c'est une région qui est très connue des Asiatiques et des Japonais, puisqu'ils viennent souvent traverser pour aller jusqu'au Mont-Saint-Michel depuis Paris. Et donc, il y a une perception qui est positive de la région. En tout cas, dans un imaginaire, la région normande parle au Japon. Par contre, je voulais aussi vous donner quelques exemples dans le domaine agroalimentaire. Si vous êtes distribué, vous avez un partenaire local, ne soyez pas surpris non plus de l'évolution de votre produit qu'il peut subir. On a beaucoup d'entreprises françaises qui se sont établies ici avec des produits, bon, typiquement de la viennoiserie par exemple, qui viennent être finalement, la recette vient être modifiée avec des algues, on a des croissants aux algues, des choses comme ça qui viennent un peu être adapté au goût japonais. Peut-être le conseil qu'on viendra vous donner, c'est de ne pas le faire, vous, depuis la France, mais en fonction du partenaire que vous aurez trouvé, considérer ces adaptations-là qui peuvent être des opportunités pour vous pour percer durablement sur le marché japonais. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler. Mais ne pensez pas peut-être avant de venir à des choses japonaises ou à japoniser votre offre, essayez de le faire en concertation avec votre partenaire parce que parfois aussi, si on l'a fait depuis le Japon, depuis la France, et on a trop japonisé son offre en amont, hein, parfois on peut tomber à côté parce que quand même, ce qu'on vient rechercher, ce sont une note française et ensuite laisser l'imaginaire japonais se saisir de ce que vous apportez pour petit à petit le transformer. En tout cas, c'est sûr que si on est dans le domaine agroalimentaire, on joue sur du velours parce que les Japonais
adore ce qui vient de France. On a naturellement une perception très forte de qualité, de sécurité sur les produits qui sont apportés. Bien sûr, après, le défi là-dessus, c'est sur la chaîne de logistique et de transport. Mais là encore, comme c'est un marché qui est plutôt tourné vers de la qualité, même si le prix s'en trouve fortement valorisé, si votre produit plaît, les Japonais seront prêts du coup à mettre le prix pour le consommer. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur l'agroalimentaire, sur l'art de vivre et la santé, autre domaine sur lequel la France est très forte, hein, puisque c'est un de nos plus gros excédents de la balance commerciale. Ça se trouve ici vis-à-vis de ce partenaire, ce pays. C'est sur ces domaines-là. Le Japon, par exemple, sur le marché de la cosmétique, c'est le troisième marché mondial. Sur la mode, c'est pareil. C'est évidemment dû au fait qu'il y ait 124 millions d'habitants, avec un PIB par habitant qui est très proche de celui de la France. C'est aussi un pays, comme l'indiquait Thibaut, qui est de plus en plus visité. Aujourd'hui, on va passer la barre des plus de 30 millions de visiteurs étrangers au Japon sur l'année, hein. Il y a le calcul qui va être définitif rendu sur l'année 2024. Ce qui fait qu'aussi les tendances shopping au Japon ont évolué parce que beaucoup d'étrangers, notamment asiatiques, viennent ici au Japon visiter ce pays et y faire des achats, puisque le yen était un peu plus favorable que les années précédentes. Donc là aussi, on a des très belles choses à faire si vous êtes dans ces domaines de la mode, et notamment plutôt sur des segments haut de gamme, parce que c'est un marché qui s'est complètement polarisé, l'entrée de gamme, mais en général, la France est mal placée là-dessus avec des offres par contre très haut de gamme sur lesquelles là on a des chances de succès, surtout si votre produit est le fruit d'une histoire très ancienne. Je vais parler un petit peu après, volontairement et pas tout de suite, de tout ce qui va concerner la mode, enfin plutôt la décoration intérieure, les arts de la table, parce que là d'ailleurs on aura une opération dédiée, puisque c'est un marché à très très fort potentiel, le Japon et qui est d'ailleurs une image après de référence, puisque beaucoup de designers et d'architectes japonais sont aussi présents sur beaucoup de chantiers de la zone et ailleurs dans le monde. Et ça peut être vraiment une très belle carte de visite que d'avoir des chantiers ou d'avoir travaillé, participé à des projets de rénovation, d'aménagement intérieur ici pour la suite de vos exportations. L'image de la France est bien sûr très positive et c'est ça qui nous porte. Peut-être quand même également un segment voilà, qui continue d'être valable, mais il y a, il y a toujours une exigence extrêmement forte de qualité sur les produits. Je pense que certains dans la séance de ce matin exportent déjà au Japon et je pense qu'ils pourront en témoigner. Avant d'avoir exporté au Japon, on a souvent des standards de qualité qu'on imagine très hauts, mais souvent on vient les renforcer quand on vend au Japon. On finit souvent, et ça c'est le témoignage de quasiment toutes les entreprises qu'on accompagne, ils finissent par avoir une ligne dédiée au Japon pour tout vérifier avant d'envoyer. L'étiquette, qu'elle soit collée bien parallèlement, qu'elle ne se décolle pas, la couleur n'est pas fadée. Vraiment, ce sont des choses extrêmement, le détail est important. Hop, pardon, moi, je ne savais pas si c'était un commentaire, mais voilà, soyez-y attentifs. Et peut-être un des segments qui est valable également pour l'agroalimentaire, j'en profite sur ces deux biens de consommation, parce que c'est valable aussi sur la mode, c'est tout ce qui va concerner le respect de l'environnement, le bio. Ce sont des choses qui existent peu au Japon, paradoxalement. On a toujours une image du Japon qui est un pays qui vit complètement en harmonie avec sa nature. C'est pas forcément vrai. En fait, voilà, il y a vraiment une problématique à ce sujet euh, voilà, qui est à gérer. Et en fait, les entreprises japonaises se sont peu saisies de ce segment de marché qui est en train de monter. Et on sait que le consommateur japonais sait que, en raison des dispositifs légaux qui ont été mis en France et en Europe, il y a eu beaucoup de pression sur le respect de l'environnement, les origines biosourcées, le fait de limiter certaines ressources trop chimiques quand c'est au contact de la peau, de voilà, notre environnement. Et naturellement, ça positionne bien la France. Donc vraiment, c'est un argument. C'est peut-être pas le premier, mais c'est vraiment quelque chose qui vient nous distinguer de l'offre locale et notamment coréenne, qui influence beaucoup le marché japonais également. Sur la santé, Thibaut y a fait allusion, c'est bien sûr un pays qui vieillit,
Mais comme tout pays qui vieillit, l'objectif ici, c'est de vieillir en bonne santé. Et on y consacre une part du PIB très importante. Donc je sais que certains voilà, sont sur ces segments-là, ici, donc dans l'audience. Sachez qu'effectivement, c'est un pays qui est fortement intéressé dans la demande, va continuer de croître à l'avenir. Donc, se positionner quand on est sur un secteur dans le domaine de la santé, vouloir se positionner au Japon, c'est une stratégie qui peut s'avérer tout à fait payante. En tout cas, beaucoup d'entreprises françaises le sont, et notamment dans les PME. Elles ont un courant d'affaires ici avec des distributeurs, des partenaires. L'exigence de qualité, encore une fois, et de sûreté est primordiale. Il y a parfois quelques normes qui peuvent être spécifiques au Japon, mais beaucoup de choses se sont normalisées depuis les 15 dernières années. Le marché japonais s'est beaucoup rapproché en termes de normes, de ce qui concerne, notamment dans les médicaments, des marchés américains et européens dans ces standards. Donc aujourd'hui, on retrouve moins quand même cette image où le marché japonais était complètement fermé. C'est moins vrai. Alors, par contre, c'est toujours long parce que au Japon, même si on est un pays du G7, les gens parlent moins anglais que dans beaucoup d'autres pays. Donc, c'est plutôt ça qui reste une barrière, mais moins vrai dans l'aspect des normes, en tout cas dans l'aspect santé. L'industrie et la tech. Thibaut y a fait encore une fois référence. C'est presque une anomalie parmi les pays développés de l'OCDE. Le Japon est régulièrement bien au-delà des 20% de son PIB provenant de l'industrie. C'est beaucoup plus que l'Allemagne, hein. Donc, et bien sûr beaucoup plus que la France. Et c'est un pays qui, malgré ses coûts très élevés enfin, par rapport à d'autres pays en développement et notamment ses voisins chinois, continue à tirer son épingle du jeu sur les enjeux industriels. Et il y a des enjeux de développement, il y a des fenêtres de tir pour nous aussi en tant que Français. Et c'est ça que je voulais souligner parce que, bien sûr, l'Allemagne a une écoute toute particulière parce qu'il y a depuis de très longues dates des choses qui résonnent en termes de mécanisation, d'industrie, robotisation. Ce sont des pays qui ont d'énormes liens. Mais nous, là où on est en train de s'ouvrir un certain nombre de portes, c'est tout le mouvement French Tech, tout ce qu'on a eu sur la modernisation de nos industries et aussi sur la filière logicielle en soi, qui n'a pas été un des virages les mieux pris par le Japon. Les Japonais ont pris beaucoup de retard, même si pourtant c'est le pays des robots. C'est tout le reste de l'industrie 5.0 n'est pas forcément aussi avancé que ce qu'on peut attendre d'un pays comme le Japon. Et donc, ça laisse une écoute assez intéressante pour la France. On a des salons qui sont dédiés à cela, et puis on a des entreprises qui viennent très régulièrement aussi montrer ce dont elles sont capables. On a à la fois, si je devais résumer, c'est la décarbonation. Ce sont des enjeux qui sont croissants pour les Japonais, et les législations sont très loin d'avoir été aussi dures que celles qu'on a en Europe. Donc si vous êtes sur ces sujets, ça peut être très intéressant, tout ce qui va permettre d'optimiser sur la consommation d'énergie, les lignes de production, ces solutions-là vont être regardées. Tout ce qui va être logiciel, les conceptions pour concevoir de nouvelles pièces, rendre de l'agilité à des chaînes de production, ça aussi, on a des chances d'avoir une écoute assez favorable. Tout ça pour une raison, hein, pour le résumer, et là le gouvernement essaie pourtant de créer des mouvements French Tech, de créer des innovations disruptives, mais c'est que toute l'innovation se retrouve beaucoup concentrée parmi ces très grands groupes. Et en fait, on a peu d'appel au risque. Les Japonais sont naturellement plutôt averses au risque. Et donc, la clé du succès, de réussir dans cette société, c'est plutôt d'avoir un emploi stable dans une grande société. Et tout le mouvement entrepreneur, dont en France ou aux États-Unis, en Angleterre, qui a germé pour créer ces entreprises plus petites et plus agiles, a moins existé au Japon. Ce qui fait que le virage là, dont on a besoin pourtant dans nos industries pour être conforme aux attentes environnementales et de pression des coûts qu'on connaît, eh ben, ils ont besoin de recours à des partenaires extérieurs. Et donc la France est plutôt à l'écoute. Donc voilà, c'est peut-être le conseil que je vous donnerais parce qu'on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut apprendre à des Japonais qui ont tout inventé avec le toyotisme, les robots? Eh bien, sachez qu'on a quand même des choses et quelques épingles à tirer pour susciter leur intérêt et venir ici au Japon.
voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Je reviens très rapidement, et là j'en profite pour introduire Kaoru Kimura, qui est avec nous dans l'équipe au Japon et qui allumera sa caméra, vous la verrez. Puisque dans ces 2 semaines, là où la région Normandie va être particulièrement visible, il y a la dernière semaine de juin une exposition toute particulière qui s'appelle Art de vivre à la française, et qui est une opération qui a lieu que tous les 3 ans et qui est montée à Tokyo et qui a pour objectif, dans un espace scénographié, de mettre en visibilité tout ce qu'on est capable de faire, que ce soit dans la décoration intérieure, les arts de la table, la mode, la cosmétique. On crée des univers immersifs. On vient vider un lieu emblématique de la relation franco-japonaise. Ici, pour 2025, ce sera l'Institut français, qui a été designé par des disciples de Le Corbusier et qui va donc être entièrement vidé et qu'on va venir rescénariser avec toutes les entreprises françaises qui seront participantes pour cela, et faire venir plus de 600 acheteurs, designers, architectes japonais, gérants de grandes chaînes d'hôtels, correspondants de grands magazines de design, télévision japonaise, pour justement montrer ce qu'on est capable de faire et comment est-ce que nos produits peuvent venir dans un univers japonais, avoir une cohérence et puis apporter justement cette touche. Donc je sais que vous êtes nombreux hein, dans ce secteur-là aussi, c'est pour ça que je vous en parle. Vous avez la possibilité de venir une semaine avant pour vos missions sous l'égide de la région Normandie, participer à ce grand raout sur l'art de vivre à la française. Donc voilà, ce sera quelque chose qui sera monté la dernière semaine de juin. Voilà, donc on vous laissera bien entendu les slides. Mais sachez que voilà, le Japon est un pays, notamment sur ce segment, qui est très intéressant puisque notamment il y a sur les rénovations d'hôtels, Thibaut y a fait référence avec l'exposition universelle, avec différents grands événements sur les événements sportifs que le Japon va accueillir pour soit la zone asiatique encore à venir, avec les Asian Games. Ils vont continuer à recevoir beaucoup de tourisme et en fait, il y a énormément de rénovation d'hôtels, de grands projets et sur lesquels en fait, ils cherchent beaucoup de qualité. Donc, au-delà des segments traditionnels de l'habitat, de la rénovation d'habitation ou de matériel historique, il y a aussi toute cette rénovation de grands bâtiments qui vont accueillir du public et hôtelières. Et ce sont ça qui aujourd'hui dynamise fortement ce marché japonais pour les métiers d'art, les EPV. C'est vraiment un marché à cibler. Je vais laisser la parole pour quelques mots à Sami Maizi, qui va nous dire quelques mots, bien sûr, sur le grand événement, l'événement Spotlight du Japon. C'est à Osaka que ça va se passer, donc c'est pas dans la capitale, c'est à Osaka. Et Oui, donc, Sami, je te laisse la parole pour en dire quelques mots. merci Nicolas, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Donc oui, c'est l'événement de l'année au Japon. Après avoir organisé dans les années 70 une exposition universelle aussi à Osaka, et ensuite donc plus récemment la Coupe du monde de rugby et les derniers Jeux olympiques, Osaka va accueillir cette année l'exposition universelle qui sera l'événement incontournable, comme le disait Thibaut, sur l'innovation et qui accueillera tous les pays sur cette île artificielle de Yumoshima, à quelques minutes du centre d'Osaka, du 13 avril au 13 octobre. La France sera à l'honneur sur ce pavillon. Vous pouvez voir sur les images en bas de la slide que l'exposition universelle sera sur une île artificielle avec un ring en bois qui sera construit et monté à la fois pour pouvoir avoir une vision sur toute l'exposition universelle et un beau panorama, mais aussi pour, en cas de tsunami, pouvoir se mettre à l'abri. Et ce sera l'occasion pour vous d'être au cœur de l'innovation et des nouvelles idées que peut apporter le monde et la conception de demain. La région du Kansai est la deuxième région, la plus dynamique au Japon. Et en ça, vous allez pouvoir avoir des entreprises comme Nintendo ou Panasonic qui se retrouvent, qui retrouvent leur siège à Osaka. Euh, le lien, le lien et l'amour seront les thèmes principaux de l'exposition universelle et du pavillon France. Le Japon et la France ont des liens depuis de nombreuses années. C'est cet amour
que les Japonais ont pour la France, que vous pouvez voir donc, sur le Mont Saint-Michel, mais aussi donc, dans la préfecture d'Hiroshima, par exemple, sur donc, l'île de Hatsukaishi, pardon, où vous avez cet énorme torii flottant qui sera donc dans l'exposition et au pavillon France. Donc le pavillon France qui est situé à l'entrée de l'exposition universelle aura vraiment une place d'honneur et c'est pour les Japonais un moyen de montrer l'importance que la France représente. Business France pourra vous proposer donc tout au long de l'année, donc du 13 avril au 13 octobre, des visites de l'exposition universelle qui seront thématisées et qui pourront en juillet se développer donc autour des thématiques qui seront donc des EPV, mais aussi de tous les différents secteurs. Le pavillon France donc, sera opéré par la Cofrex, qui est donc notre partenaire avec Business France et qui aura donc la lourde tâche de représenter les intérêts français lors de cette exposition française. Vous pourrez y retrouver justement le Mont Saint-Michel lors de la visite, l'exposition permanente et évidemment tout un tas de références aux liens entre la France et le Japon. Nous, donc, on a évidemment tout un programme au fur et à mesure de l'année, donc que ce soit sur la tech, sur la santé, l'art de vivre ou l'industrie, qui sera donc développé dans notre programmation. Et nous allons pouvoir aussi, je pense juste après, évoquer les différentes opérations que la Chambre de commerce et la Team France Export vont pouvoir vous proposer. C'est un événement éminemment important, pardon, éminemment important si vous voulez pouvoir avoir une visibilité lors de cette année qui se fera sous le signe de l'exposition universelle. Et effectivement, Samy, tu l'as dit, puisque la région Normandie a vraiment saisi le bâton du Japon, parce que il y a cet événement-là. Et parmi les missions qui sont proposées, et que nous, bien sûr, on viendra en soutien des équipes là, qui montent cette mission-là, dans cette mission, il y aura un passage à Tokyo et puis, bien sûr, à Osaka. Mais ça, c'est Prune et puis Béatrice qui vont pouvoir nous en dire un tout petit peu plus. Bah, merci beaucoup Thibaut, Nicolas et Samy pour ces précieuses informations, effectivement, qui viennent vraiment nourrir la réflexion autour du Japon et tout l'intérêt que les entreprises peuvent y porter. Donc nous, ce qu'on voulait aujourd'hui, c'est vous mettre en avant donc, 3 opérations collectives à laquelle s'associe donc la Team France Export Normandie. La première, donc Nicolas l'a évoqué, c'est l'exposition Art de vivre à la française qui se tiendra à Tokyo. Uniquement, on a essayé de vous rassembler tout ça dans un tableau qu'on vous transmettra bien évidemment pour que ça soit le plus clair possible, sachant qu'on ne pourra pas aujourd'hui entrer dans le détail de ces 3 opérations, mais surtout vous aider à bien comprendre en fonction de vos secteurs. Et on a une réponse, je dirais, pour tous les secteurs ici représentés. Mais où est-ce que vous pouvez vous positionner en termes de date, en termes effectivement de typologie de mission? Donc la première, comme je disais, c'est l'exposition Art de vivre à la française, donc qui se passera à Tokyo uniquement, comme Nicolas l'a déjà développé. Et les 2 suivantes qui sont vraiment dédiées donc à la région Normandie, celle donc qui sera menée par le président Morin, donc orientée sur les EPV. Donc du 1er au 4 juillet, avec 3 étapes, donc Tokyo, Kyoto et l'exposition universelle, donc, auxquelles on pourront répondre les personnes de l'AD Normandie ici présentes. Et la 3e, qui est celle que je porte avec Béatrice Gallard, que je remercie au passage, qui a organisé ce webinaire, qui est donc la mission qui est multisecteur là et qui donc proposera un programme de rendez-vous B2B, des événements networking, donc sur les mêmes dates que la mission du président de région, donc avec une étape à Tokyo et à l'exposition universelle qui celle-ci est optionnelle. Et donc là aussi qui bénéficiera bien évidemment de toute la visibilité que la Normandie aura au Japon sur cette période. Béatrice, je te laisse continuer. Oui, merci Prune. Voilà, donc en fait, Focus Mission Collective, c'est Normandie. Donc là, c'est vraiment une petite synthèse des points qui vont être détaillés tout à l'heure. Ce qu'il faut retenir, c'est bien une mission multisectorielle
qui aura lieu donc du 1er au 4 juillet, avec des rendez-vous B2B et des sessions collectives sur Tokyo, et en option, la visite de l'Expo universelle à Osaka. C'est une mission aussi qui peut être soutenue financièrement selon les critères par l'ARD Normandie. Voilà. Donc la slide suivante. Merci Nicolas. Donc les séquences de la mission, alors là nous sommes aujourd'hui sur la première phase. On vous a présenté les opportunités du marché des secteurs porteurs. Et donc à l'issue de ce webinaire, si toutefois vous étiez intéressé par la mission, vous avez la possibilité de revenir vers nous de façon plus individuelle pour étudier ensemble votre projet à l'export avec le bureau. Et celui-ci pourra ainsi vous confirmer ou non le potentiel de votre entreprise sur le marché. Ensuite, à retenir, la date limite d'inscription est fixée au 30 avril. Et puis, l'étape 1, l'étape 2, il s'agit alors ici d'une phase de ciblage et de validation des prospects par le bureau Japon. La présentation et la promotion de votre offre sur le marché japonais et aussi l'organisation du programme de rendez-vous B2B. Pardon, Ensuite, j'insiste vraiment, je me permets, j'insiste vraiment sur tout l'intérêt là, de ce que présente Béatrice, c'est que vous avez des échanges en one-to-one avec le bureau Business France du Japon, donc des gens vraiment qui sont sur place, qui connaissent très bien le marché, pour vraiment discuter de votre projet et puis faire un programme sur mesure de rendez-vous B2B. Donc c'est vraiment, encore une fois, je pense, toute la valeur ajoutée qu'apporte là le collectif et ce partenariat avec Business France. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec Béatrice dans la foulée pour qu'effectivement on organise ce point individuel avec le bureau du Japon et vraiment vous preniez le temps d'évoquer votre projet avec eux et effectivement la prospection personnalisée qu'on pourrait mettre en place. Pardon, Et j'arrête j'en de te couper, profite pour Béatrice. souligner justement que au-delà de Business France Japon, on est aussi avec la Chambre de commerce Japon, franco-japonaise, et nous aussi on a notre petite team France Export Japon, donc on va travailler vraiment à deux pour vous accompagner et essayer de tirer le meilleur de nos deux réseaux pour vous accompagner ici dans ce que présente Béatrice et Prune. Voilà, merci pour ces précisions. Et donc, par la suite, le déplacement collectif, comme on l'a dit, à Tokyo et aussi à Osaka. Et puis, l'étape 3, alors là, c'est au retour de la mission. Vous avez un bilan avec votre conseiller référent Team France Export Normandie, avec la mise en œuvre des actions post-programme. Voilà ce que je pouvais dire sur ce planning. Voilà, on a encore un peu de temps effectivement, mais on voulait vraiment vous présenter assez tôt cet agenda pour que vous puissiez anticiper vos actions de prospection sur 2025 avec ce déplacement en juillet. Alors, le programme prévisionnel sur place, voilà, donc comme on vous l'a dit, vous avez vraiment une priorité sur votre programme de rendez-vous B2B, agrémenté de séquences collectives qui sont vraiment très utiles pour la bonne compréhension du marché et du tissu local. Donc, une arrivée prévue le dimanche 29 juin. Mardi 1er juillet, le matin, le séminaire d'accueil à l'ambassade de France et avec les équipes Business France. Et puis, dès le mardi après-midi, rencontre avec les chargés d'affaires et début du programme de rendez-vous individuel qui se poursuit et le mercredi 2 juillet et le jeudi 3 juillet. Avec pour les uns un retour sur Paris et pour les autres, ceux qui le souhaitent, le vendredi, le transfert vers Osaka pour la visite de l'Expo universelle. Et vous avez peut-être des précisions, Bruno, Nicolas, par rapport à ce programme prévisionnel avant de... Moi, tu as tout dit, Béatrice. C'est bon, merci. D'accord. Voilà, donc on va alors... Le budget. Le budget, alors une prestation 5 600 € hors taxe par entreprise. Donc la prestation ciblage et organisation d'un programme de rendez-vous sur mesure à Tokyo.
Alors, cette prestation comprend aussi évidemment les sessions collectives, l'appui de la TFE Normandie sur la logistique, sur la recherche de financement par le biais de l'AD Normandie et aussi la présence d'un conseiller TFE qui vous accompagne sur place pour coordonner la délégation en lien avec le bureau Business France. D'accord? En option, 850 € par entreprise, la visite collective de l'exposition universelle à Osaka. Cette prestation comprend le billet d'entrée à l'expo universelle, l'accompagnement par un représentant du bureau Business France Japon, la visite du pavillon France et de certains autres pavillons, et le déplacement à leur tour Tokyo-Osaka. Sur devis, si vous le souhaitez, et c'est fortement recommandé, et ça, donc le bureau vous le confirmera, vous pouvez vous faire aider par un interprète sur place et un forfait de 150 € par participant supplémentaire. Les aides dont vous pourriez bénéficier sur cette mission, alors je vous invite fortement à contacter votre conseiller référent TFE pour voir si vous êtes éligible au dispositif Impulsion Export, une subvention octroyée par la région Normandie, et ou à l'assurance prospection de la BPI. Voilà pour cette partie budget. J'ai essayé d'être assez concise pour laisser un petit peu de place aux échanges et aux questions, si vous en avez. Merci beaucoup Béatrice. Et moi, j'en profite pour justement rebondir sur ce que tu disais sur l'interprète et son rôle, qui est important si jamais vous ne parlez pas japonais ou vous n'avez pas encore de partenaire. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui va vous aider à tirer le maximum des programmes de rendez-vous qui seront conçus par soit Business France ou la CCI FJ ici. Je vois peut-être une main levée de la part de Sophie Dutil. Bonjour, Sophie de la Normandie. Donc, je coordonne les missions président sur le volet économique. Donc, nous sommes ravis de partir au Japon pour une mission avec le président Morin, donc qui sera présent. Alors, une précision, il sera présent à Osaka, voilà, sur l'exposition universelle. Le président Morin aura son programme. On va essayer de faire le maximum de liens possibles avec vous et d'organiser donc une séquence collective, bien sûr, pour que toutes les délégations normandes se retrouvent. Voilà, ça va faire du monde, nous l'espérons. Vous êtes très présents à ce webinaire, donc je voulais vous préciser ce point par rapport à la programmation et vos choix donc sur Osaka. Merci Sophie. Je vois qu'il y a une question aussi de François Loz. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis président cofondateur de Norme 3D et à Norme 3D, on fait des traitements de données 3D. Et donc j'ai une question juste ouverte comme ça, parce que je suis en train de voir tout ce qui est export de nos services de traitement à destination des acteurs du bâtiment avec un lien dans l'aspect économie d'énergie. Voilà, donc, pour savoir si oui ou non, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des liens. Donc ça Oui. pourrait être intéressant pour nous en vue, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine. Voilà. Ah, très bien, effectivement, là, vous mettez deux mots-clés qui sont importants pour le Japon parce que, par exemple, la construction, en fait, la rénovation des bâtiments est très régulière ici. La durée de vie d'une maison, c'est 30 ans ici, pour des raisons sismiques et tout ça. Donc, il y a beaucoup de reconstructions régulières. Et puis, l'économie d'énergie, parce que c'est vrai que l'isolation des bâtiments est peut-être pas le point fort, mais ça, il faudra peut-être qu'on en discute de façon indépendante, comme le mentionnait Béatrice. On pourra faire un point dédié avec les équipes. Merci. Ok. Oui, juste, je bénéficie de cette plateforme. Donc, je représente Normandie Coating. On est spécialisé dans le B2B. Je suis actuellement, on a démarré le Japon, en fait, il y a maintenant 4 mois. Très belle expérience. Je suis demandeur pour ceux qui sont en phase d'implémenter des distributeurs dans le B2B, dans tout ce qui est film sous plastique ou en proximité avec l'optique, avec des
je dirais des technologies de niche hein, qui peuvent être un peu high-tech, eh bien, je vous invite à se rapprocher de moi, puisque je pense qu'on le fera par l'expérience euh, et par le réseau. Donc, toute synergie m'intéresse. Voilà. Une belle initiative. Merci, Monsieur Tiffal. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on clôture? Parce qu'effectivement, on a déjà un petit peu dépassé l'heure de fin qu'on avait prévue. Et sinon, bien évidemment, je vous invite à nous contacter pour poursuivre les discussions. Avec plaisir. Ben, Béatrice, je crois que tu vas pouvoir clôturer le webinaire. Oui, oui, bah merci, merci à tous pour votre présence. Merci à Nicolas et à ses équipes, à Thibaut aussi pour sa présence bah, on se revoit de toute façon très vite hein, si vous avez des intérêts. Et puis, on vous souhaite en tout cas une bonne journée en France et puis voilà, au Japon, une belle soirée. Merci beaucoup, Béatrice, et merci à vous tous. Impatient de vous Merci à retrouver tous. les Normands Merci à Merci tous. au beaucoup. Japon. Bonne Merci, journée à au vous. revoir. Merci, au Si, revoir. au revoir. Au revoir.